Je vous remercie d'être nombreux présents aujourd'hui pour cette nouvelle séance de notre cycle des 52 minutes d'Ecom France sur un sujet visiblement qui éveille votre intérêt et je vous remercie de cette présence nombreuse. Un sujet en tout cas qui est un sujet qui agite notre monde professionnel et sur lequel je crois que nous sommes très attendus par la société civile. Ce sujet, c'est, vous l'avez vu, la place de l'esclavage et de la colonisation Gênant. au sein de nos musées, comment la traiter, comment l'aborder, comment faire une médiation et quelle place lui donner dans nos discours, comment relire nos collections. ICOM France a donc proposé à Dominique Taffin, conservatrice générale au ministère de la Culture, et qui interviendra aujourd'hui avec d'autres collègues, notamment Nadia Weinstein, responsable du programme éducation de la Fondation de la mémoire de l'esclavage, Christelle Galdé, qui est directrice scientifique du musée d'histoire de Nantes, et puis également, je pense qu'elle se présentera, Coralie de Souza-Vernet, qui est nouvelle responsable du programme Culture Patrimoine, toujours à la Fondation de la mémoire de l'esclavage. Merci à vous toutes, mesdames, de venir nous livrer votre expérience et aussi votre engagement sur ces questions. Un engagement réel et nécessaire. Donc, je tiens vraiment, au nom d'ICOM France, au nom des membres et le nombre de personnes présentes aujourd'hui en témoigne, vraiment saluer votre présence parmi nous aujourd'hui. Mesdames, donc, je vais vous céder la parole en vous posant une question. Que peut le musée sur ces sujets essentiels ? Dominique, je crois que ton micro n'est pas ouvert. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous et je remercie vraiment donc ICOM France de nous avoir conviés justement à cette séance du webinaire donc pendant cette période particulière qui est celle du temps des mémoires hein, où se tiennent les commémorations dans les différents territoires de l'esclavage et de son abolition. Alors en effet, pourquoi parler de l'esclavage et de la colonisation dans les musées, qu'ils soient musées d'histoire, d'art, de société ou généralistes? La colonisation, l'esclavage font partie en fait de l'histoire mondiale de la France depuis le XVIe siècle. Leur déploiement a eu des effets sur les représentations, sur les relations sociales, sur les arts et la culture, et les conséquences sont encore perceptibles. Mais cet impact est resté largement sous-estimé en dehors du cercle des chercheurs jusqu'aux années 2000. Donc aujourd'hui, nous allons en fait essayer de faire un rappel un petit peu des conditions historiques et sociales d'émergence justement d'une mémoire publique de l'esclavage et éclairer les enjeux de connaissance et de transformation de la société que porte en fait justement la question finalement d'en parler, de les faire connaître cet impact et ses conséquences, et sur le rôle que les musées peuvent jouer à travers notamment des exemples concrets qui nous seront présentés aujourd'hui. Alors dans un temps évidemment restreint, donc on va essayer de faire du mieux possible. On peut passer peut-être voilà, à la slide suivante. La suivante, voilà. Et la suivante encore. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question en fait, de l'esclavage et de la colonisation, elle est saisie dans, pratiquement tous les pays européens, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et même le Portugal récemment, qui est pourtant, voilà, pas en pointe sur ces questions, se confrontent de différentes façons, en fait, aux héritages de la colonisation, aux bouleversements mondiaux, à côté évidemment de ceux d'autres grands phénomènes, notamment les conflits du XXe siècle, ont causé. Et la France, elle présente une configuration un peu singulière. Donc on peut le voir dans la diapo suivante, puisqu'elle est le seul pays à avoir voté, enfin presque le seul, puisqu'il y a le Sénégal aussi après, mais en Europe le seul encore, à avoir voté en 2001 une loi reconnaissant l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité, mais sans forcément justement résoudre certains aspects paradoxaux et qui sont dus à l'histoire même de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait cette histoire française, c'est évidemment une histoire de changement à plusieurs reprises de régime politique, avec donc une première abolition de l'esclavage pendant la Révolution française et plusieurs années après la proclamation des droits de l'homme, et puis un rétablissement de l'esclavage
lors d'un régime autoritaire, le retour à la monarchie et à nouveau la République qui prononce l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Et de ce fait, en fait, finalement, ces changements de régime ont fait que la continuité de porter aussi l'histoire de l'esclavage, elle a été un petit peu rompue. Et finalement, la Troisième République a aussi forgé un roman national donc autour aussi de cette abolition de l'esclavage, mais c'est une république qui a été aussi coloniale et qui a utilisé cet argument aussi de la lutte contre l'esclavage dans sa propre entreprise de colonisation. Donc c'est vrai que tout ça brouille un petit peu la perception finalement qu'on peut avoir sur le parcours en fait, donc ce déroulement historique du passage de l'esclavage à la fin de l'esclavage. Et aujourd'hui, après évidemment les décolonisations, la France finalement a encore du mal à se vivre finalement comme une nation postcoloniale qui est formée de territoires et qui porte des histoires, voilà, qui sont mêlées, entremêlées, très étroitement entremêlées, mais qui sont aussi vues de façon différente selon différentes perspectives. Donc, la slide suivante, cette difficulté persistante à assumer ce passé partagé, qui est aussi marqué évidemment par la violence, pour une société plus inclusive, à reconnaître aussi que ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité française est en grande partie un héritage de cette histoire coloniale et de l'esclavage, fait que les politiques de lutte contre le racisme et les discriminations, donc racisme et discrimination toujours persistants, comme le montrent les sondages réguliers. Donc ces politiques ont souvent ignoré ce poids de l'histoire, malgré leurs intentions et leurs actions louables. Du côté de la société civile, via des collectifs, des associations, c'est surtout par là, en fait, que les évolutions ont été décisives sur la reconnaissance de cette histoire, donc à travers le travail qui a été fait, notamment dans les Outre-mer et dans les ports. Donc, on ne doit pas se cacher non plus les effets de clivage qui sont produits par les médias, qui caricaturent parfois les effets de reconnaissance par le terme péjoratif de repentance, et une certaine polarisation, je crois, aujourd'hui, qui est quand même sensible. En même temps qu'il y a des avancées, il y a aussi des crispations très, très fortes. Donc, le premier enjeu, évidemment, le grand enjeu, c'est connaître et reconnaître. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc d'abord un premier besoin essentiel de lutter en fait contre l'ignorance ou les idées controuvées. Et ça, il y a une vraie demande et qui a été constatée évidemment régulièrement dans les actions qu'ont menées la Fondation et beaucoup d'autres acteurs dans ce domaine. Si les programmes scolaires ont bien intégré depuis la loi Taubira l'enseignement de ces faits majeurs de l'histoire mondiale, l'acquisition de ces savoirs reste souvent un peu instable. Or, l'articulation de ces savoirs historiques, avec aussi la capacité critique à interpréter les héritages postcoloniaux, comme celui de la persistance justement du racisme et des discriminations à l'origine, c'est un vrai enjeu. Et donc, c'est aussi là justement que peut se situer le travail à la fois dans le secteur éducatif, mais aussi dans le secteur des institutions culturelles. Il s'agit en effet de battre aussi des idées reçues qu'on entend assez régulièrement. Donc, j'en citerai quelques-unes. Par exemple, cette affaire d'esclavage, ça ne concerne que certains territoires, les ports où il y a eu la traite et les outre-mer, sans se rappeler ou sans savoir que en fait, la France entière a été engagée dans un système mondialisé, donc ce n'est pas que la France, bien évidemment, l'esclavage colonial, pour ne parler que de celui-là, donc pratiqué par les nations européennes, c'est tout de même, de façon estimée, 12 à 15 millions de personnes qui ont été déportées d'Afrique vers les Amériques et dans les colonies françaises, au moment de l'abolition définitive en 1848, ce sont plus de 200 000 personnes qui sont concernées. Un autre argument qu'on entend aussi assez souvent, c'est bon, on en a déjà parlé, il y a déjà eu la loi, maintenant on peut passer à autre chose. Mais comme tous les grands phénomènes qui ont marqué l'histoire de la France, évidemment, c'est aussi la nécessité de répéter, de revenir régulièrement, et aussi le travail de l'histoire qui revisite, qui approfondit, qui examine avec de nouveaux yeux et examine de nouveaux objets cette histoire qui se renouvelle donc de génération en génération.
information. Donc ça aussi, c'est évidemment ce travail de la connaissance qui n'est jamais terminé. Enfin, un autre sujet, c'est pourquoi en parler? Parce que c'est un sujet douloureux, c'est un sujet évidemment négatif, dont on ne peut pas se glorifier. Mais ce n'est pas que cela, en fait. C'est vrai, mais ce n'est pas que cela. C'est une histoire aussi de lutte contre l'exploitation. On peut en parler sans pour autant édulcorer, en allant au-delà d'un récit victimaire. Cela a forgé notre monde actuel, ce passé qui ne peut pas être défait. On peut agir sur le présent en identifiant justement, ce aussi qu'il a apporté et qui peut nous faire sortir renforcés, et notamment justement sur l'affirmation de ce que signifie aujourd'hui l'universalité des droits humains. Deuxième aspect, donc au-delà justement de la connaissance et de la reconnaissance qui passe par une lutte contre le déni et une reconnaissance pleine et entière, évidemment, c'est pas seulement l'esclavage colonial, aussi c'est toutes les formes contemporaines de l'esclavage, les formes persistantes d'exploitation. C'est aussi évidemment inscrire ce phénomène de l'esclavage colonial européen dans une histoire encore plus longue. Évidemment, l'esclavage, ce n'est pas une invention de l'Europe. Donc, au-delà donc de cette connaissance et de cette reconnaissance, c'est aussi l'idée de réparer. Alors, là encore, sur cette notion de réparer, il y a beaucoup d'idées reçues. On pense tout de suite en affaires d'argent, parce qu'évidemment, c'est ça qui, dans les médias, passe d'abord. En fait, c'est aussi déployer un ensemble de politiques publiques qui permettent finalement travailler sur les conséquences contemporaines et la façon dont le poids en fait de cette histoire pèse aujourd'hui. On ne va pas pouvoir réparer le passé, mais reconnaître son poids sur le contemporain. C'est donc agir aussi contre le racisme et les discriminations, agir en faveur de l'inclusion et pour réduire les inégalités, qu'elles soient territoriales, et on le voit sur les Outre-mer, que sociales. Alors, donc, dans ce grand projet, il y a des personnes évidemment qui s'engagent, mais c'est aussi beaucoup justement les différentes institutions publiques. Alors, la dimension culturelle et patrimoniale, elle est importante. Elle ne va pas à elle seule, évidemment, remplir un tel programme. Mais bon, pour ce qui nous concerne, évidemment, il s'agit de regarder ce qui peut se passer du côté des musées. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, la question finalement, c'est est-ce que c'est le rôle du musée? Qu'est-ce qu'il a à faire dans ce domaine? Alors, il y avait une première objection sur le fait que finalement, qui venait d'un penseur, d'ailleurs justement postcolonial, qui était Achille Mbembe, il y a une dizaine d'années, qui pensait que voilà, qui affirmait que finalement, ça n'avait pas de sens, en quelque sorte, de mettre l'esclave au musée. C'était une autre manière de renforcer cette déshumanisation et la réification, finalement, dont le corps des personnes en esclavage avait été l'objet pendant des siècles. Il évoquait aussi l'absence finalement, justement, qui est l'absence de traces. Aujourd'hui, je crois que justement, avec un certain nombre d'expériences qui ont été menées, on peut sans doute beaucoup discuter cette question-là. C'est vrai que c'est un défi majeur, là où évidemment, comme d'ailleurs dans beaucoup d'histoires subalternes, finalement, les sources et les traces sont ténues, sont parfois modestes, sont pas forcément spectaculaires, et que c'est quelque chose évidemment pour lequel la tradition, notamment des musées d'art, a peut-être voilà, plus de mal à traiter. Mais je crois qu'aussi aujourd'hui, les transformations qui sont à l'œuvre dans le musée, notamment à travers justement de la conception du musée du XXIe siècle, qui lui assigne un rôle social, un rôle de connaissance, un rôle de rencontre véritablement des publics avec les objets et avec les héritages et les sens que ces objets, les significations que ces objets portent, un lieu aussi d'émancipation. Je crois que justement, ces thématiques de l'esclavage et de la colonisation ont pleinement leur place dans tous les musées. Au contraire, des institutions patrimoniales telles que les musées, à travers des approches évidemment sensibles, où elles mobilisent le registre des émotions et le registre aussi évidemment de la réflexion et de la raison, sont particulièrement adaptées justement au traitement de sujets dans lesquels évidemment il y a des évocations de la violence, de choses parfois difficiles à voir.
Et donc, c'est véritablement une responsabilité sociale aujourd'hui du musée de traiter de ces questions-là avec justesse et avec justice. Les images donc que nous avions dans la précédente diapositive nous montrent un certain nombre d'exemples soit en cours, soit récents en Europe. Mais voilà, on va aller aussi vers des exemples plus français. Donc justement, on peut passer à la slide suivante et puis si vous voulez, on y reviendra après. Donc la démarche de la prise en compte finalement de l'esclavage et de la colonisation dans les expositions, dans la programmation culturelle des musées, elle s'inscrit dans cette démarche donc plus globale aussi. Aujourd'hui, on voit bien que le musée aussi est à l'heure de développer des approches participatives, de conjuguer démocratie culturelle avec démocratisation culturelle, c'est-à-dire en fait de faire droit aux personnes qui ont justement des pratiques culturelles diverses et de les intégrer dans le musée, mais aussi évidemment de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'ensemble justement de ces richesses. C'est aussi le moment, évidemment, vous le savez bien tous, on est dans une époque également où la question, par exemple, de revisiter l'histoire des objets, qui a été évidemment beaucoup agitée, si je peux dire, à travers la question des recherches de provenance et des restitutions. Mais c'est vraiment voilà, un nouveau regard en fait, que nous invite ces questionnements à avoir sur les collections. Et donc, on va changer le narratif, comme on dit, le récit, en changeant en fait son regard et en le déplaçant et en écoutant, en laissant la parole. Je crois que Christelle va revenir là-dessus. Voilà aussi sur ces histoires qui sont des histoires mondiales. Voilà, donc 2 exemples dans lesquels la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a joué un rôle, hein, entre 2021, le bicentenaire de la mort de Napoléon, dans lequel donc la question justement du rétablissement de l'esclavage et du rôle de l'idée coloniale de Napoléon a pu être mise en avant de façon significative au sein d'une exposition très grand public et sans que cela provoque la révolution ou la révolte que certains craignaient. Et 2023, fin 2023, l'exposition au Panthéon Oser la liberté, où cet objet qui fait partie d'une paire donc, du musée du Louvre a été présenté finalement voilà, dans notre contexte, qui est celui de son lien évidemment avec l'histoire de l'esclavage et le commerce colonial, dont le sucre a été un des objets les plus importants et les plus lucratifs. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc là, d'autres exemples des expositions du Havre et de Rouen, mais on pourra y revenir. Et comme Christelle va parler de l'expo de Nantes, voilà, mais l'exemple du musée de l'immigration qui a intégré la date de 1685, c'est-à-dire double événement de la révocation de l'édit de Nantes et de la publication de l'édit donc connu sous le nom Code Noir. Donc, ce sont évidemment des éléments qui montrent comment justement on peut mettre en œuvre des expositions qui changent la perspective sur, par exemple, les migrations humaines dans le cadre de l'immigration. Alors, voilà, nous allons donc voilà, voilà, voir qu'il y a aussi, évidemment, on peut encore aller un petit peu plus loin. Alors, je vais puisqu'il y a un certain nombre aussi aujourd'hui de réflexions et de travaux qui sont en cours aussi sur véritablement aussi comment on travaille l'ensemble de la chaîne finalement patrimoniale, hein, de l'acquisition des collections. Donc ça, c'est évidemment autour notamment de la documentation des provenances des objets, mais aussi sur finalement la façon dont on documente les objets et ce qu'on en dit, avec évidemment un travail également qui concerne les vocabulaires, mais c'est aussi de regarder les autres formes de patrimoine qui ont jusqu'à présent pas eu
tellement leur place au musée, et je pense notamment au patrimoine culturel immatériel. Enfin, une réflexion aussi sur le fait que, bah, dans le monde professionnel des musées, justement, cette diversité aussi, avec, du coup, la richesse culturelle, qui est celle de la France, puisse être, représentée de façon aussi à mettre en œuvre, des projets, justement, à la fois ambitieux, et variés. Donc ça, ce sont des réflexions évidemment sur lesquelles je pense, il y a, des perspectives, qui se dessinent. Alors, voilà, ces enjeux, tracés, quel est le rôle de la fondation? Alors, j'en parle, bien que je n'y sois plus, mais, voilà, c'est vrai que je l'ai accompagnée dans les 4 premières années de son existence. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui a été créée en 2019, hein, qui est là pour développer la connaissance et la transmission de l'histoire de l'esclavage, rassembler les mémoires et promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est important de le rappeler. Elle est un partenaire, on peut passer à la slide suivante, elle est un partenaire pour les musées, pour les institutions culturelles patrimoniales, à travers en fait ce rôle de transmettre et de diffuser la mémoire donc de l'esclavage et des luttes pour l'égalité. Donc, je ne vais pas la présenter en détail, enfin voilà, la présentation institutionnelle, enfin si vous avez des questions, vous pourrez les poser. On va se concentrer sur ce travail qui a été donc esquissé depuis les débuts de la Fondation en termes de collaboration et de mise en réseau des institutions patrimoniales, dont les musées. Donc, c'est ce réseau que nous appelons le réseau patrimoine déchaîné. Donc, dans la slide suivante, s'il vous plaît, voilà. Donc, évidemment, qui s'appuie sur un partenariat structurel solide et renouvelé avec le ministère de la Culture, qui touche l'ensemble du territoire et donc les Outre-mer notamment, mais justement l'ensemble du territoire, des partenariats bilatéraux par ailleurs qui ont été mis en place et qui sont en train de vivre et de se développer. Mais ce réseau, en fait, il s'est donné pour objectif, on peut voir sur la slide suivante, voilà, donc rendre visibles les traces et les ressources liées à l'histoire de l'esclavage à travers certaines réalisations comme la base de données sur les lieux de mémoire qui a été ouverte l'an dernier et aussi voilà la construction, alors ça c'est un projet en cours d'un portail finalement de ressources, donc fonds et collections sur l'histoire de l'esclavage. Des réalisations aussi telles que la registre, enfin justement ce rôle aussi de coordination pour le compte des institutions patrimoniales qui a abouti à l'inscription au registre Mémoire du Monde donc d'un très vaste corpus d'archives nominatives donc permettant d'identifier les personnes qui ont vécu en esclavage dans toutes les colonies françaises. Donc ça, c'est un premier objectif. Mais aussi, on peut passer à la slide suivante. Voilà, c'est aussi donc un objectif interne, donc à destination des professionnels eux-mêmes. Donc là, de façon vraiment transpatrimoine, ce n'est pas que les musées, c'est aussi ce point intéressant, puisqu'il s'agit de décloisonner les pratiques justement professionnelles autour de cette thématique. Voilà, par exemple, dans le cadre de séminaires, d'échanges donc qui ont lieu entre ces professionnels. C'est aussi de mobiliser lors du temps des mémoires. Donc, c'est un moment où, en fait, toutes les institutions, et ça, voilà, il est peut-être un peu tard pour cette année, mais c'est à noter pour vos tablettes pour l'année prochaine, justement, à mettre en valeur des ressources que vous avez, peut-être un peu moins connues, et justement enrichir finalement ce corpus et ses aperçus sur ce sujet de l'esclavage et de ses héritages. Donc, dans le domaine des bonnes pratiques, on peut voir sur la slide suivante, en fait, il y a tout un travail effectivement qui a commencé et qui doit se poursuivre et sur laquelle la Fondation donc s'est engagée. C'est d'organiser en fait des ateliers, des séminaires, des webinaires. Donc, un premier en 2021 en partenariat avec le Musée d'Aquitaine. Et puis, ce deuxième dont vous voyez le visuel, qui était donc le séminaire sur Entendre la voix des personnes en esclavage, qui s'est tenu donc à Nantes et donc organisé en partenariat avec le Château des Ducs de Bretagne.
et qui permettait, à travers des exemples très concrets, on peut voir l'image suivante, des corpus de documents, de réfléchir concrètement à ce qu'on pouvait faire effectivement avec des sources qui sont souvent dispersées, lacunaires, et qui, voilà, du coup, qui mettent en avant en fait la vie, les formes de résistance, les formes aussi d'adaptation, de résilience des personnes en esclavage. Donc ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose vraiment d'important et qui peut intéresser évidemment le réseau d'ICOM France et c'est un petit peu dans cette perspective qu'on intervient aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, on a produit donc dans ce cadre des ressources voilà, pour les professionnels, mais on pourra revenir dessus. Donc, je voudrais donc juste laisser la parole, donc si Coralie de Souza-Vernet a pu se J'ai connecter. réussi à me connecter. Voilà. Voilà. Donc Coralie, donc, qui, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, rejoint donc l'équipe de la Fondation et donc prend la suite sur le programme Culture Patrimoine de ce que j'avais pu commencer et le développera. Voilà. Merci, je suis très contente. Voilà, ben, moi je voulais vraiment remercier Dominique et puis comme de me laisser ces quelques secondes, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui vont être développées par la suite. Et comme j'ai pas encore officiellement pris mon poste, je vais pas vous faire des retours d'expérience, mais je vous invite vraiment à aller consulter le site de la Fondation. Vous verrez que dans ces ressources et dans ce qui commence à être fait, vous pourrez voir que à votre échelle, sûrement dans vos musées ou peut-être même, vous verrez que parfois des ressources même qui peuvent paraître modestes sont très importantes d'être rassemblées et mises en avant pour constituer une mosaïque, on va dire, la plus juste pour la mémoire de l'esclavage. Et sur du coup cette nouvelle convention triennale qui a été signée avec l'État l'année dernière et donc du coup qui trace un peu les grandes lignes et les grandes perspectives voilà, que l'État espère que la Fondation puisse porter pour lui. Il y a quand même deux éléments patrimoniaux importants. Il y a cette grande exposition dite d'envergure nationale qui est prévue d'ici 2027. Donc voilà, ça sera évidemment le travail de la faire advenir. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose de très important. Et puis, cet élément qui a été annoncé par le Premier ministre pour la commémoration du 10 mai, la création d'un label lieu de mémoire de l'esclavage qui peut aussi intéresser les collectivités mais même aussi toutes les institutions pour mettre en valeur des choses qui peuvent, par exemple, passer, j'allais dire, presque inaperçues et puis qui peuvent attirer de nouveaux publics qui seraient vraiment sensibilisés et intéressés par cette question pour venir dans vos institutions, dans vos musées, parce que ils auront appris qu'il y a des éléments sur un sujet qui potentiellement les intéresse. Et en fait, cet élément-là, moi, voilà, dans ce début d'aventure avec la Fondation pour la mémoire pour l'esclavage, je trouve que c'est quand même des signaux très positifs d'un paysage national qui s'ouvre vraiment à ces questions. Et l'objectif de la Fondation, voilà, donc c'est mes tout débuts, mais ce que je comprends, c'est vraiment l'idée à la fois de mettre en valeur les richesses qui existent déjà, qui sont déjà là et que vous avez déjà identifiées, mais c'est aussi de vous accompagner au mieux. Donc, c'est vraiment mettre en place un dialogue et voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter parce que tout ce que Dominique a présenté sur la question de la formation des professionnels, les webinaires, etc., le but, c'est que ce soit au plus près de vos besoins et que, en fait, que notre expertise soit partagée, qu'on la construise ensemble et qu'on co-construise vraiment, voilà, vraiment ces éléments ensemble. Donc voilà, voilà, je suis très heureuse de participer au développement de ce réseau et de continuer le très beau travail initié par Dominique. Et voilà, je suis vraiment à votre disposition dans les semaines, jours, mois qui viennent et années qui viennent pour, pour fortifier tout cela. Et du coup, on peut passer à la slide suivante pour laisser la parole à Nadia, il me semble. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ICOM et puis merci à Dominique pour cette proposition. Donc, je vais aller également très très vite puisque l'idée, je crois, est de laisser aussi le temps à l'échange.
Je travaille donc à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en tant que responsable du programme éducation. Et donc, j'ai choisi de vous parler très concrètement du point de vue de la Fondation, comment est-ce qu'on peut créer un parcours pour les scolaires spécifiquement sur cette histoire de l'esclavage et ses héritages au sein d'un musée, puisque en tous les cas en Hexagone, il n'y a pas de musée dédié, même s'il y a des musées, on le verra ensuite, notamment avec Nantes, qui prennent déjà très bien en charge cette question et qui ont été concernés sur leur territoire. Donc, là, j'ai choisi de vous parler ce qui est important de retenir, c'est que dans les coopérations la FME a mises en œuvre avec les musées, dans le cadre du patrimoine, du programme culture mis en œuvre par Dominique, et ben, finalement, comment on fait pour commencer à travailler ensemble? C'est très souvent d'abord par l'éducatif, par l'opérationnel. C'est là qu'on rentre concrètement en action. Donc, au Louvre, comme avec les autres parcours qu'on a pu créer, que ce soit avec des musées nationaux, comme par exemple l'Hôtel de la Marine, enfin nationaux d'envergure nationale avec l'Hôtel de la Marine et aussi avec le Panthéon. On a déjà mis en œuvre ces parcours. En fait, on a pu toujours expérimenter peu ou prou cette ligne directrice. Donc, ça commence par très simplement et logiquement des visites et repérages dans les collections, avec moi, mais aussi des historiens ou historiennes de l'art, conseillers qui avaient déjà travaillé sur le Louvre en amont dès 2012, à essayer de rendre visible en fait les personnes esclavage également. Donc un premier repérage pour voir s'il y a lieu ou pas, matière ou pas à proposer un parcours, et puis ensuite une sélection des œuvres possibles pour contribuer à un parcours, pour élaborer un parcours qui sera physiquement faisable. Parce que ne l'oublions pas, il s'agit quand même d'un parcours qui doit être fait avec possible avec des groupes, avec des classes, et donc qui doit d'une part pouvoir être articulé aux questions, également qui permet de traiter cette question socialement vive, QSV, qui est l'esclavage et ses héritages, qui est identifié comme tel dans les sciences de l'éducation, et où justement toute la partie art et culture est un levier important pour pouvoir en parler, le regard, et de faire un pas de côté. Donc, une fois qu'on a sélectionné des œuvres pour un parcours faisable, on propose au musée, et notamment on travaille avec les services des publics, mais également les conservateurs, mais d'abord avec le service des publics et le service éducatif s'il y en a un. On présente notre proposition et il y a vraiment une interaction dans cette phase-là. Ensuite, la phase d'expérimentation, c'est qui est la plus importante, je dirais, et elle prend quasiment cette phase d'expérimentation, voire un peu plus, parce qu'on visite d'une part avec des classes, selon différentes modalités, mais aussi avec les enseignants et médiateurs. Et là, ce qui est intéressant, et je veux bien voir, de pouvoir visiter ensemble. Il y a une formation commune, voilà, qui se fait à ce moment-là. Pardon Nadia, je vous interromps une seconde, mais votre son est un tout petit peu haché. Alors peut-être que si vous coupez votre caméra, on va économiser un petit peu de bande passante. Ouais, merci beaucoup. Ce serait dommage qu'on loupe complètement votre propos. Merci. Est-ce que ça va mieux ainsi avec la caméra? Oui, ça a l'air pour le moment. Ouais. D'accord. Je suis navrée, je ne suis pas dans des très bonnes conditions. Je suis en fait justement aujourd'hui à Roubaix en formation d'enseignants, et on est vraiment là dans le sujet. On emmène les enseignants cet après-midi. Oui, je vous disais donc
modalités d'expérimentation, phase d'expérimentation. Donc ici au Louvre, par exemple, vous voyez avec une classe de jeunes, là, il s'agit d'une visite classique interactive avec questions, réponses, observations. Et également, on essaye de partir toujours du principe d'une visite très active en impliquant les élèves. Ici, par exemple, je vous ai mis l'exemple d'un texte qui est lu par les élèves et qui vient faire un contrepoint au tableau. Voilà. Donc, on peut regarder aussi la slide suivante pour voir une autre modalité de visite. Là, vous voyez, c'est la même visite. Donc là, c'est juste de l'autre côté par rapport à la salle précédente. Donc, c'est toujours sur l'esclave au Louvre, une humanité invisible. Et là, on a expérimenté avec des livrets en semi-autonomie. Donc, c'est pour vous dire que cette phase d'expérimentation avec des supports, sans support, interactive, en autonomie, en petits groupes, en grands groupes, elle dure vraiment longtemps et on voit au moins 4, 5, 6 classes en action avant de pouvoir euh, faire une proposition aux enseignants. Ensuite, l'intérêt, et c'est là la force de la fondation, c'est d'avoir un programme éducation qui permet des formations. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir ensuite travailler avec les médiateurs et les enseignants en même temps. Les enseignants sont sollicités pendant les formations d'enseignants. On invite les formateurs à ce moment-là. On fait des visites, on invite les médiateurs à ce moment-là et les médiateurs peuvent échanger avec les enseignants ou par nous interposer. Et ainsi, et ça je crois que c'est une clé très importante, ça permet de répondre vraiment aux besoins des enseignants et aux besoins scolaires et donc d'ajuster au plus près les propositions que nous faisons. Voilà, je vais m'arrêter là pour maintenant, pour laisser un peu le temps pour la suite, sachant que ensuite, ce que je voulais vous présenter, c'était des exemples aussi de dossiers pédagogiques d'accompagnement, qui est la phase suivante sur un format classique avant, pendant, après. Donc là, c'est toujours l'exemple du Louvre, vous reconnaissez les sucriers qu'on a vus tout à l'heure. Qui seront un support vraiment téléchargeable sur le site bientôt donc de l'Hôtel de la Marine, sur le site du Panthéon, sur le site du Louvre et qui permettent d'accompagner, enfin d'optimiser en fait en répondant au mieux aux demandes des enseignants et à leur pratique également. La préparation, enfin la mise en œuvre de la visite et puis surtout ses effets sur le propos qui nous intéresse ici et qu'a très bien décrit Dominique tout à l'heure. Voilà, donc je m'arrête là pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger ensuite, mais pour conclure, je voudrais vraiment vous dire que ce qui m'a paru très intéressant pendant ces 4 ans d'expérience à la Fondation jusqu'ici, c'est de voir que on prend d'abord le contact du point de vue opérationnel, on expérimente et ça permet d'élargir ensuite la coopération plus généralement de l'institution culturelle concernée avec la Fondation sur ces sujets. Je crois que Oui, je peux passer du coup la parole à Christelle Galdet et encore voilà, navrée pour le son déficient. absolument, j'espère. Donc, Christelle, que de son côté, la connexion sera bonne, voilà, qui va nous parler voilà, d'un retour d'expérience là, sur une exposition et sur les parties, en quelque sorte, qui ont été pris. Et, voilà. Donc, merci Christelle d'avoir accepté d'apporter cette Bonjour à expérience. bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que ça fonctionne de mon côté. Donc, je vais vous parler depuis le musée d'histoire de Nantes, qui est un musée qui a ouvert en 2007 et qui propose depuis cette date, dans son parcours global, une séquence assez importante sur l'histoire de la traite et de l'esclavage, puisque Nantes a la particularité, vous le savez, d'avoir été le premier port de traite atlantique de France sous l'Ancien Régime, pendant la Révolution française et après la Révolution française aussi, jusqu'on va dire, jusqu'aux années 1830. Donc, cette histoire, elle est longuement racontée dans le musée d'histoire de Nantes et je vous invite toutes et tous, bien sûr, à venir. Le principe pour moi aujourd'hui, c'est plutôt de vous montrer quelles sont les pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement, puisque ce parcours a déjà donc une quinzaine d'années.
que nous sommes vraiment en relation avec le monde de la recherche universitaire. Désolée, je ne sais pas si le problème n'est que chez moi, mais Christelle, on ne vous entend plus. Comme si vous aviez mis votre micro sur mute. Ah. Ouais, on a perdu le son. C'est bizarre, mais d'un coup. J'ai l'impression que vous avez perdu votre connexion audio. Ouais. Est-ce que, Christelle, si ça ne se connecte pas, peut-être ce qu'on peut tenter, on l'a fait dans des cas extrêmes, c'est de parler au téléphone et de mettre le téléphone, par exemple, tu peux m'appeler et je mets le téléphone près de mon micro. Si ça brouille pas, ça peut permettre de retransmettre le son. Tu veux essayer ça? Ou si je peux me permettre, peut-être qu'on peut avoir quelques questions, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques Oui, questions qui étaient dans le chat, d'accord. en attendant qu'elle essaie de se reconnecter. Ah oui, pardon. Ah oui, Oui, j'ai une question effectivement de Sébastien Magro. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez que je préfère que je lise votre question. Bon, je lis et puis si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Donc Sébastien Macro qui demande à quel niveau s'adressent les ressources présentées par Madame Weinstein, uniquement secondaires. Je prépare un atelier de médiation culturelle pour les L2 de Sciences Po en partenariat avec le Louvre et le musée du Quai Branly. Je suis intéressée d'en savoir plus. Oui, alors vous m'entendez là? Donc, On- les propositions aujourd'hui, on les expérimente pour les niveaux collège, lycée, mais également CM1, CM2. En revanche, on commence à travailler et on est tout à fait ouvert pour aussi les étudiants. Donc, c'est tout à fait approprié. Et je crois, Dominique, qu'il y a nos contacts de toute façon à la fin du PowerPoint. Donc, on pourra vous les fournir à tous. On n'a pas encore fait ce travail avec des enseignants avec des étudiants, pardon, université, mais on est tout à fait favorable à le démarrer. Je suis désolée, j'ai retrouvé Ça l'audio, y je est, crois. superbe, ça Je suis marche. vraiment navrée, j'ai perdu la connexion. Donc, je pense que j'étais en train de vous dire que j'allais vous parler plutôt des pistes que nous suivions actuellement dans le cadre du développement du musée d'histoire de Nantes, puisque les salles dont je parlais tout à l'heure et qui ont ouvert en 2007 ont été changées presque 4 fois depuis notre ouverture. C'est pour vous dire que nous sommes constamment en train de repenser notre approche de ces collections et de cette histoire. Donc, par rapport au monde de la recherche qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui nous accompagne, je disais à l'échelle mondiale parce qu'on travaille essentiellement avec les universités américaines, anglo-saxonnes ou africaines actuellement, eh bien, nous avons décidé de véritablement suivre une piste qui nous semble très importante, qui est celle d'incarner les personnes ayant vécu en esclavage, notamment sur le sol de France, puisque cette histoire qui nous concerne ici, c'est bien une histoire sur le sol national. Euh, et incarner cette histoire, eh bien, c'est quelque chose de difficile parce que nous avons très peu d'éléments, nous avons très peu de traces matérielles de l'existence des unes et des autres, des uns et des autres sur le territoire. Donc, nous nous appuyons à la fois sur ce que beaucoup d'entre nous ont, c'est-à-dire des représentations de personnes en situation d'esclavage dans des tableaux, des peintures, des gravures, mais nous cherchons aussi à développer une approche par des biographies. Le but étant de montrer aux visiteurs l'existence réelle de ces personnes sur le sol de France, notamment sous l'Ancien Régime. Il y a une espèce de déni ou de méconnaissance de cette situation, et on peut passer à l'image suivante si vous voulez.
Vous avez ici des illustrations de l'exposition L'Abîme. Vous voyez notamment ces biographies et puis ce grand portail. Donc l'image n'est pas très belle, mais en fait sur ce grand portail que les gens traversaient, que les visiteurs traversaient, il y avait les noms des personnes qui ont vécu en esclavage à Nantes au XVIIIe siècle, et ces personnes ont été plus de 4700. Sur le seul XVIIIe siècle et tout début du XIXe. Et c'est extrêmement important en fait de faire comprendre aux visiteurs par le biais d'astuces de ce type-là. Alors ce sont des astuces parce que nous n'avons pas les images évidemment, ni les biographies de toutes ces personnes, mais que tous ces gens, hommes, femmes et enfants, ont fait société et qu'ils appartiennent bien à la société française. Ça, c'est quelque chose de déterminant, je pense, que d'incarner cette histoire et de comprendre la valeur collective de cette histoire. Pour continuer dans cette idée des pistes que nous suivons actuellement, nous travaillons aussi beaucoup sur le fait de montrer la violence. Alors cette violence, il est très difficile de la faire comprendre aux visiteurs. Quand les visiteurs en prennent conscience, ils sont extrêmement touchés. Je vous montre quelques éléments qui nous ont permis, nous, de véritablement en montrer la réalité. C'est tout simplement dans des dispositifs scénographiques de mettre en regard les produits contre lesquels on pouvait acheter des captifs le long des côtes africaines. C'est quelque chose d'extrêmement violent en vérité, puisque au-delà du propos, on va dire, économique, sur ce qui constituait la cargaison de misère d'un navire, on a vraiment face à soi la réalité de cet échange entre des êtres humains et des produits manufacturés qui, en règle générale, constituent finalement une assez petite chose en termes de valeur, comme vous pouvez le voir, et qui viennent contrebalancer ce qu'est, si on ne peut pas mettre de valeur, la valeur d'une vie humaine. Vous voyez, donc cette violence-là, les visiteurs la comprennent aussi très bien par ce type de confrontation scénographique, j'ai envie de dire. Et puis, image suivante, s'il vous plaît. Voilà, on a aussi choisi d'avoir des dispositifs scénographiques qui permettent aux visiteurs de prendre la mesure par des agrandissements, par des jeux sonores, par des sensations, de voir en très grand ce que disent nos documents, qui sont des documents de petite taille, mais qui sont extrêmement importants pour montrer, ne serait-ce qu'ici, l'entassement des captifs et des captives à bord des navires de traite atlantique, et notamment ici du navire la Marie Séraphique. Alors, c'est simplement pour vous dire que cette approche de la violence, elle passe par les mots, évidemment, par les textes, par les récits. Dans cet espace, il y a aussi le récit de ce qui peut se passer à bord d'un navire de traite atlantique, du point de vue des captifs, la maltraitance, les viols, les violences. Tout ça, ça passe par des mots, mais ça passe aussi par des images, par des ressentis qui sont très forts, par des mises en confrontation physique finalement entre les visiteurs et ces collections qu'on peut aussi révéler par ces astuces, j'ai envie de dire. Une autre piste que nous suivons, donc je pense que j'en parle dans les images un petit peu plus loin, montrer la violence, voilà. Repenser les collections. Alors repenser les collections, tout simplement ce que ça veut dire pour nous qui sommes issus de collections d'armateurs et de négociants, eh bien c'est de les renverser. C'est-à-dire que nos collections, elles ont été constituées par des gens qui ont été des acteurs de la traite et qui montrent obligatoirement leurs intérêts à eux, leur vision à eux, leurs projections à eux, de ce qu'étaient les personnes mises en esclavage ou les Africains, de ce qu'était pour eux une plantation coloniale. Et donc renverser les collections, c'est plus uniquement s'intéresser, vous l'avez compris, aux personnes qui sont représentées et qui étaient les commanditaires des tableaux, mais c'est aussi s'intéresser aux personnes représentées qui sont esclavagisées sur ces tableaux. Donc encore une fois, les incarner, ou lorsque ça n'est pas possible, les mettre quand même en avant afin de faire comprendre, comme je le disais au début, que ces personnes ont fait société et que même si ces tableaux, nous les avons devant les yeux depuis presque toujours, d'une certaine façon, on n'a pas forcément pris la valeur et la notion de justement cette violence qu'elles exprimaient, qui était là, qui était présente, au vu de tous,
qui étaient légitimées à cette époque, et donc montrer aussi l'aspect violent de ces représentations, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui déterminant et que chacun d'entre nous peut faire, puisque nous sommes nombreux à avoir dans nos collections ce type de tableau. Toujours dans cette idée de montrer de repenser ces collections. Vous avez ici une image d'une vitrine où il y a des gravures et des objets qui parlent du travail dans les colonies. Simplement faire comprendre aux visiteurs que ces très belles gravures, où on a l'impression que tout se passe très bien, où les personnes mises en esclavage, finalement, sont des travailleurs ou des travailleuses comme les autres, leur montrer, leur faire comprendre que ce sont avant tout des documents pédagogiques au service des propriétaires pour qu'ils puissent utiliser le mieux possible leurs outils, leurs moulins à fabrique et leurs esclaves, comme si ces derniers n'étaient que des outils, leur faire comprendre justement cette dimension très froide de la perception de la vie dans les colonies à ce moment-là. C'est aussi pour nous une piste importante et intéressante que de faire réfléchir les visiteurs à ce qu'ils ont devant les yeux et leur faire comprendre le sens intrinsèque de ces objets dans l'époque où ils ont été réalisés. Alors, je vais vite finir parce que je pense qu'on arrive au bout de... Oui, Christelle, j'allais vous demander si vous pouviez conclure pour ce on a atteint nos 52 minutes et si on Pardon. pouvait arriver à garder quelques minutes pour les questions, parce qu'il y en a quelques-unes, ça serait formidable. Merci. Alors, je conclue très très vite avec les deux images qui viennent et sur lesquelles on n'a pas besoin de rester pour vous dire tout simplement que nous abordons au musée dans des espaces citoyens les questions actuelles du racisme, de la xénophobie, de l'esclavage contemporain, que ça aussi c'est déterminant pour nous puisque évidemment il continue d'exister de l'esclavage dans le monde et que le racisme, malheureusement, je crois qu'aucun territoire sur Terre n'en est exempt aujourd'hui. Donc, nous posons ces questions-là aussi, ainsi que les questions d'héritage. Et enfin, on peut finir avec les deux dernières séquences très, très rapidement pour vous dire que le Musée d'Histoire de Nantes, depuis 2018, a mis en place une manifestation qui s'appelle Expression décoloniale, dans laquelle il propose à un historien du continent africain et à un artiste du continent africain, donc ces dernières années Romuald Azoumé puis Barthélemy Togo l'année passée, de venir s'emparer des espaces muséographiques, d'écrire leurs textes, leurs ressentis dans les salles, c'est ce que vous voyez ici avec les cartels de Gilda Bikakou, mais aussi de venir poser leurs œuvres dans les salles sans que nous touchions à nos propres cartels ou à l'exposition de ces objets. Donc ça vient vraiment compléter, en supplément si je puis dire. Et l'idée, c'est vraiment pour nous aujourd'hui de monter des marches avec les visiteurs qui connaissent de mieux en mieux cette histoire en laissant la parole et en laissant la place. Voilà. Donc, je suis désolée pour le problème technique que j'ai eu. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc, voici l'œuvre de Romuald Azoumé sur justement les revenants, les Egungun. Vous avez vu Barthélemy Togo qui encadre aujourd'hui notre exemplaire du Code noir. Et puis là, une œuvre de Jean-François Boclet qui parle lui aussi du Code noir à travers cette œuvre et qui dessine les êtres en fait qui sont nés dans ce texte. Voilà, alors moi-même, je vais devoir vous quitter très rapidement. Donc, s'il y a des questions, il faudra que ce soit vite. Merci beaucoup, mesdames, de ces présentations très riches et qui amènent effectivement plein de remarques et de questions. J'ai regardé rapidement dans le chat, je crois qu'Hélène Fourneau avait une question ou un commentaire. Hélène, je vous donne la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Hélène. Bonjour à toutes et tous. Déjà, un grand merci aux trois personnes qui ont présenté préalablement. Moi, je voulais juste faire une remarque et puis aussi une question plus particulièrement à Nadia Weinstein. Donc, une remarque plutôt par rapport à la présentation de Madame Taffin, qui est vraiment très, très éclairante et qui pose vraiment les choses de Hélène, est-ce façon que vous très, pourriez très peut-être juste. vous rapprocher de votre micro parce qu'on vous entend comme un peu lointainement? J'ai le micro devant la bouche. Est-ce que ça marche mieux? Bah, Pas vraiment. je ne sais pas, moi je vous entends pas très fort, je ne sais pas ce qu'il en est de tout le monde, mais on va tendre l'oreille. Allez-y, Hélène. Alors, donc je voulais dire que nous avons, par rapport à la remarque de Mme Taffin concernant les préjugés et notamment
celui qui voudrait que ça ne concerne que les villes portuaires qui ont été liées à l'histoire du commerce triangulaire. Nous avons à Strasbourg réalisé un podcast en 5 épisodes qui vient de sortir juste là au mois de mai, qui s'appelle Boogie Woogie des musées et qui est parti du postulat que dans les collections des musées de Strasbourg aussi, on avait une forme d'héritage de cette question de l'esclavage, de son abolition et de la colonisation jusqu'à, par exemple, la ségrégation aux États-Unis. Et nous avons monté donc un projet avec le réseau FRAME, donc French American Museum Exchange, et le musée d'Aquitaine à Bordeaux, donc un podcast sur la réaction de nos jeunes visiteurs par rapport à ces œuvres dans nos collections, et avec comme fil conducteur l'histoire de la musique afro-américaine à ses origines. Donc c'est un épisode ce sont plusieurs épisodes, dont le dernier, justement, s'intitule Racisme et musée, où on laisse s'exprimer nos jeunes visiteurs. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions assez dérangeantes pour nous, institutions, et qui nous renvoient dans nos propres pratiques professionnelles. Et donc, j'en viens à ma question pour Nadia. Quand elle a parlé donc, de les formations, donc, nous avons effectivement dégagé un corpus d'œuvres assez important, notamment, comme je l'ai vu, reproduit le médaillon du portrait de Toussaint Louverture, mais parmi plein d'autres. Et je voulais savoir si les formations qu'elle propose pourraient aussi s'appliquer à ce travail que nous, on a déjà fait, c'est-à-dire de dégager ce corpus, mais de voir vraiment comment on pourrait l'exploiter à des fins pédagogiques et à des fins, pourquoi pas, d'exposition future. Alors, pour vous répondre, en fait, les formations que nous dispensons sont faites en partenariat avec les académies scolaires, donc avec les rectorats et les inspecteurs, inspectrices, référents mémoire et citoyenneté qui s'occupent de ces questions. Et c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas encore travaillé avec l'Académie de Strasbourg, mais sinon, sur le principe, ça a tout à fait, en fait, vocation, par exemple, votre construction de parcours à être évoquée et proposée dans le cadre de ces formations. Parce qu'effectivement, à chaque formation, on se rapproche des acteurs locaux, culturels, et on essaye de concevoir un programme qui les intègre justement pour bien montrer que, et bien faire prendre conscience notamment aux enseignants, mais évidemment, in fine, aux élèves, que c'est une histoire qui les concerne et qu'elle s'est déroulée aussi à un titre ou à un autre sur leur territoire et qu'ils en sont, qu'il y a des héritages prégnants sur tous les territoires. Voilà, avec des variantes. Donc oui, c'est possible, mais pour l'instant, on ne travaille pas encore avec l'Académie de Strasbourg parce que peut-être Dominique l'a pas dit, mais on est une toute petite équipe et, et voilà, on n'a pas de gros moyens, donc on ne peut pas être partout à la fois. Mais ceci dit, moi, j'avais vu le spectacle Boogie Woogie et j'avais déjà été en contact. Donc voilà, ce travail m'intéresse et n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. D'accord. En tout cas, j'avais déjà pris contact avec la Fondation pour simplement qu'il y ait une diffusion du podcast. Donc ça, je ne sais pas si c'est en cours. Et là, dans le fil de la discussion, je viens de mettre le lien aussi, s'il y a des personnes intéressées pour l'écouter. En tout cas, nous, on est très curieuses des retours de nos auditeurs par rapport à ces podcasts. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce Merci. qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas en avoir vu d'autres sur le chat. Je regarde. N'hésitez pas à lever la main si jamais il y en a une que je n'ai pas repérée. On est à 1 heure de rencontre. Moi, j'ai pas de questions. Je voulais simplement revenir un peu sous une forme de synthèse très rapide, mais pour vous dire que ce que j'ai relevé de vos interventions, c'est un peu tous les fondamentaux de nos métiers, finalement, et du musée, c'est-à-dire la capacité à réinterpréter, relire les parcours, nos parcours permanents. Et donc, effectivement, de sortir, Dominique, ce que vous disiez du cliché en disant je suis
bon, mon musée n'est peut-être pas concerné, mais justement réinterroger chacun de nos musées à l'aune de ce que vous nous avez dit aujourd'hui et de voir comment peut-être on est concerné alors qu'a priori on ne l'était pas nécessairement. Mais je pense que l'audience, le nombre que nous étions aujourd'hui témoigne de cette envie en tout cas d'aller dans ce sens-là et on ne peut que s'en féliciter. La thématique de la recherche aussi qui a été abordée et qui me semble importante, celle d'aussi des moyens dont nous disposons pour traiter ce sujet et Christelle l'a bien dit, comment la scénographie, la mise en espace peut participer de cette réflexion également. Les notions de participation qui nous sont chères, auxquelles on a déjà consacré un certain nombre de débats et de rencontres, et qui reviennent là aussi, comment mieux intégrer nos publics à ces réflexions qui sont les nôtres. Et puis je terminerai par un sujet là aussi qui nous est cher évidemment, celui de la responsabilité sociale du musée. Je reprends l'expression que Dominique a utilisée et qui effectivement est un de nos grands leviers et un de nos grands sujets de discussion. Donc, je voudrais vraiment, mesdames, vous remercier pour ces témoignages qui ont été très riches et très porteurs et j'espère qu'ils donneront envie à un certain nombre d'entre nous de se jeter dans ce genre de projet à corps perdu, mais pas inutilement. On en est tous convaincus et merci à vous et on sait pouvoir compter sur votre appui, sur l'appui de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage sur ces questions. Et je pense que tout le monde a bien noté vos coordonnées. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie aussi tous les participants de nous avoir suivis. Un merci toujours particulier à Anne-Claude Maurice et Alexia Maquinet qui sont aux manœuvres pour la réalisation de ces événements. Et je vous donne rendez-vous, alors 2 rendez-vous. La prochaine session de ces 52 minutes aura lieu le 27 juin, toujours à 12h30. Donc, notez-le, n'hésitez pas. Ça sera consacré à la question de notre implication à tous et toutes dans les comités internationaux de l'ICOM. Voilà. Et rendez-vous plus proche la semaine prochaine, le 6 juin, pour notre 2e soirée débat de déontologie de l'année, entièrement en ligne. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, qui s'intitule « Le musée est dans le pré, musée et ruralité », avec les guillemets qui s'imposent. Donc là aussi, je vous remercie de le noter et d'être présent. Le programme sera riche. On a fait une petite réunion de préparation hier et ça s'annonce passionnant. Voilà, c'était pour le teaser. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit à ceux qui n'ont pas déjeuné et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre contact.